Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on fasse le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, le Pumpkin Autumn Challenge était un challenge qui est déroulé du coup du 1er septembre au 31 novembre. Et donc il s'est terminé depuis peu. Et le but était de lire un livre par sous-catégorie, on va dire, enfin de faire une pile à lire par rapport à un certain nombre de catégories qui tournaient autour d'Halloween et de l'automne. Du coup, je vais vous présenter mon bilan par rapport au livre que j'ai lu. Et on va faire ça par catégorie et par sous-catégorie. Du coup, j'ai mon petit carnet parce que après 3 mois de challenge, je ne me rappelle toujours pas des catégories. Donc, pour la première catégorie, automne frissonnant, tu n'en reviendras pas. Il fallait lire un livre qui était en rapport avec l'angoisse, l'horreur, l'épouvante, thriller, policier ou vampire. Du coup, pour ma part, j'ai choisi de faire une relecture de Ça 2 par Stephen King, du coup avec la belle édition au livre de poche. Je l'ai relu parce que le film est sorti au cinéma, le deuxième volet en septembre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je n'ai profité pour les relire en entier. J'ai fait une petite pause entre le 1 et le 2. Et je vais pas forcément dire plus vu que c'est un deuxième tome. Et qu'en général, tout le monde connaît maintenant à peu près l'histoire de ça. Que ce soit par rapport au film ou au livre ou même... en général, c'est assez connu au niveau juste synopsis. Sans forcément avoir vu ou lu. Donc ça a été une très bonne relecture, même si finalement, si tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur Stephen King, enfin du moins celui qui fait le plus peur, il n'en est rien en fait, parce que j'ai pas frissonné, j'ai pas tremblé. Je me rappelle que quand je l'avais lu la première fois, j'avais quand même eu plus peur. Je pense pas que c'était en question avec l'âge, mais peut-être, je sais pas, mais j'ai pas retrouvé toutes les sensations que j'avais retrouvées, même si ça reste une lecture fantastique. C'est pas mon Stephen King préféré, loin de là, même s'il reste quand même excellent et qu'il est facilement dans mon top 5 je pense. Après je vous laisse le lire pour vous faire votre avis, surtout qu'ils l'ont du coup, comme ils le font à chaque fois qu'un film sort au cinéma, ils l'ont réédité. J'avais les premières éditions de ça quelque part par là, tout en haut, donc les premières éditions qui datent de 1980 et des bananes, j'ai plus la date exacte, donc ils dataient pas mal, donc j'ai décidé de me faire plaisir en rachetant un peu les belles éditions et que je vous montre un peu ça. Ça, c'est les nouvelles éditions. Et autant dire qu'avec les gros, c'était des gros pavés et que là, finalement, ils se lisent plutôt vite. Donc j'ai lu ça dans cette catégorie-là. Du coup, dans la seconde sous-catégorie, les eaux de David Jones, Os ou Eau, il fallait lire un livre en rapport avec la piraterie, mer et océan, le bayou, le vaudou ou les fantômes. Autant dire que mon choix s'est porté très 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 rapidement sur Mer morte d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scriléo. Aurélie Wallenstein, comment dire, je l'adore, enfin du moins j'adore tous ses livres et c'est une personne vraiment adorable que j'ai rencontrée aux Imaginales également. J'ai tout simplement adoré ce roman, sachant que je l'ai lu, je dirais quelques semaines avant d'être sélectionnée, enfin d'être choisie pour être jurée du PLIB, donc autant faire d'une pierre deux coups. Et que dire de plus sur cette petite merveille. En gros, on va être dans un futur pas si lointain que ça, où il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de mer, ni de rivière, ni de lac, enfin il n'y a plus d'eau du tout, ni même d'eau potable. La terre s'est entièrement desséchée et on va suivre Oural du coup, un jeune exorciste, parce que oui du coup les animaux qui vivaient dans les eaux qui ont disparu sont devenus des fantômes. Et il y a du coup de temps en temps des marées fantômes. Et à ces marées fantômes, il y a du coup les animaux fantômes qui reviennent et leur but c'est de tuer les êtres humains en fait. Et il est extrêmement intéressant ce roman par rapport à... finalement ça pourrait assez vite arriver, le fait que la terre se dessèche. Il est très cruel, on voit toute la cruauté que les humains ont envers les animaux. Je pense par exemple à la dauphine, je vais pas trop en révéler mais son histoire elle est juste affreuse. Et finalement on se remet toujours en question en lisant ce roman en se disant que ce qu'on fait pour la planète c'est pas assez et que si on continue comme ça, le côté fantastique en moins ça pourrait vraiment arriver. Du coup j'ai été prise dedans, dans ce roman par rapport à ça. Aussi par rapport au fait que tout ce qui est fantastique et tout, c'est génial. Je suis désolée s'il y a des bruits en fond, mais il y a des travaux actuellement dans l'immeuble. Oural et Bengal, j'ai adoré les suivre, qui ont tous les deux un côté totalement différent et opposé, mais qui finalement, ils se ressemblent assez quand on y pense. Et c'est un petit bijou que je vous conseillerais fortement, surtout si vous êtes un peu écologiste. Même si au pire vous vous en fichez, ça va vraiment vous remettre en question. Et c'est pas un livre qu'on quitte en étant indemne. Donc il y a juste un tout petit bémol, c'est la fin. Je sais pas si je l'ai pas comprise ou s'il y a un truc qui m'a échappé, mais je suis restée
un petit peu sur ma fin, mais vraiment sur les 2 dernières pages. La fin en elle-même, je l'ai adorée, sauf les 2 dernières pages où elle me semblait un peu plus incompréhensible. Donc si vous l'avez compris, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires avec l'alerte spoiler quand même. Mais ça m'intéresserait de voir ce que vous en avez pensé. Ça se trouve en plus mon interprétation elle est totalement différente et ça m'intéresserait de voir ce que vous en avez pensé. Dans la catégorie les frites, c'est chic, il fallait lire un livre en rapport avec les monstres, la différence, l'altérité, cirque et l'étrangeté. Alors, j'avais emprunté le château de Édouard Carré, donc je ne l'ai pas sur moi, je ne vais pas forcément vous le présenter, sachant que c'était une bonne lecture, assez oubliable on va dire, même si le livre en lui-même est très beau. Donc vous pouvez retrouver par exemple la chronique sur mon blog. Et du coup, le second livre que j'avais choisi, c'est Apocalypsis de Elie Esseriam aux éditions Rollins. Alors, que dire de ce petit bijou? En gros, on va suivre les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, on va suivre Alice, Maximilien, Elias et Edo, pardon. Du coup, ça remonte à plusieurs mois que j'ai lu. Enfin, j'ai tout simplement adoré, ça a été un gros coup de cœur. On va suivre chacun des 4 cavaliers. En fait, le premier livre, c'est des rééditions. De base, ils existent en 5 petits livres. Et du coup, je vais vous montrer quand même le premier. Dans celui-ci, donc le premier, on va suivre Alice et Edo, si je dis pas de bêtises. Et on les suit chacun à la première personne en 2 parties distinctes. Autant dire qu'Alice, j'ai beaucoup aimé sa partie, mais j'ai préféré celle d'Edo. Et que dans celui-ci, on a le personnage de Maximilian. Non, attendez, je dis n'importe quoi. Maximilian, il est aussi dans le premier livre. Autant dire que c'est celui que j'ai moins aimé. Et dans celui-ci, on découvre Elias. Donc celui-là, c'est c'est celui sur lequel je vais me concentrer parce que c'est la partie 2 et c'est celle que j'ai lue pour le challenge. Et on découvre Elias. Et Elias, mon Dieu, c'est un énorme coup de cœur. Mais bon, je vais reprendre depuis le début. Donc en fait, on va suivre les 4 cavaliers d'Apocalypse qui sont des adolescents ordinaires qui vont se découvrir avoir des dons. Donc Alice, par exemple, elle va se découvrir le don. Elle va ordonner quelque chose. Enfin, elle va juste dire, par exemple, parle et la personne va obéir. Elle a le don de se faire obéir juste en parlant. Donc elle peut faire à peu près tout ce que tu veux. Ça peut aller de meurs à la personne va mourir. Enfin, c'est vraiment... c'est un pouvoir extrêmement puissant. Edo, son pouvoir, ça va être de contrôler les émotions, les sentiments. Et étant donné que c'est un personnage très impulsif et très colérique, on va dire, il est constamment en colère, ça donne des choses plutôt pas mal. Maximilian, il peut prendre l'apparence de... Alors, en gros, si vous désirez voir une personne, vraiment de tout votre cœur, il se transformera en cette personne. Avec l'apparence, la voix, les souvenirs en moins. Ou il me semble qu'il y a aussi les souvenirs, ce qui fait que c'est vraiment... Enfin, en gros, il perd petit à petit sa propre identité par rapport aux autres personnes. Donc ça peut être un acteur connu, à une personne que vous avez aimé, à un regret, enfin, il peut se transformer en ce que vous voulez. Et Elias, lui, son pouvoir, en gros, enfin son don, ou plutôt sa malédiction, il est capable de tuer, de flétrir tout ce qu'il touche. Donc il va toucher une personne, il va tuer cette personne en fait. Il va toucher un arbre, une fleur, elle va se flétrir automatiquement. C'est plutôt une malédiction, même s'il a beaucoup d'autres dons que je vais pas dire, mais tout repose sur lui. Et en fait, Elias, c'est juste un petit garçon qu'on a envie d'aimer, qu'on aime. Et je l'ai adoré. Après, du coup, la 5e partie qui se nomme Oméga, les 4 cavaliers vont enfin être ensemble. Parce que du coup, on les présente et après, leur quête, c'est de se retrouver afin de pouvoir... C'est la fin du monde et en gros, ils vont juger 144 000 âmes pour savoir s'il y aura un paradis ou un enfer. Et leur but, aux 4 cavaliers, c'est de les juger. Et du coup, ils se retrouvent dans la partie Oméga. Et je n'ai pas du tout aimé cette partie. Je la trouve brouillonne, on sait pas forcément qui parle à chaque fois. Du coup, je suis restée un peu sur ma fin, donc c'est un peu la partie qu'on occulte. Et la fin, soit je l'ai pas comprise, soit je m'en fiche. En fait, je sais pas, j'arrive pas trop à donner mon ressenti. Mais j'ai été déçue en fait. Comparé aux 4 cavaliers, on les aime, on est vraiment attaché à eux, on attend vraiment plus. Et Oméga, il tombe vraiment. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. D'autant plus que je vous les conseille vraiment si vous aimez genre tout ce qui est fantastique, qu'il y a eu de l'Apocalypse, sachant qu'il y a des citations au début de chaque petit chapitre, des citations de la Bible en elle-même qui parlent du coup des cavaliers. Enfin, pour moi c'est un petit bijou, vraiment. L'autrice a un talent fou, elle se met vraiment dans la peau du personnage. Elle passe d'une fille de bonne famille, Alice, qui a des très bonnes notes, très intelligente, un gamin paumé
émigré qui vient d'arriver, qui est totalement paumé, tout le temps colérique. On va pas dire... Il n'est pas inintelligent, mais je veux dire, il est beaucoup moins cultivé que la fille de bonne famille qui va à l'école. Donc, c'est un univers totalement opposé et l'autrice arrive à nous faire rentrer dedans, à être totalement avec eux. Le gamin riche, de très bonne famille, pareil, on est avec lui. L'autrice, je trouve qu'elle a un talent fou pour décrire ses personnages. Et je trouve qu'elle le perd un peu dans Omega, même si on le redécouvre encore. Ça saute tellement d'un personnage à l'autre que je trouve que c'est un peu bâclé la fin. Ce qui est vraiment, vraiment dommage. Tout de même, c'est quand même des livres que je vous recommanderais énormément, surtout si vous aimez tout ce que je vous ai dit précédemment. Ensuite, on passe au deuxième menu, qui est du coup Automne Enchanteur. Donc la première sous-catégorie, Down by the Sally Gardens, où il fallait lire des poèmes, du romanesque, des romans ou des gothiques. Alors, j'ai pas mal de livres de ce genre-là, mais je n'ai pas encore lu. Dans la pile à lire, j'avais mis Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, que je n'ai pas encore pris le temps de lire, honte à moi. Du coup, j'ai choisi de relire Tim Burton. Donc c'est un beau petit bébé. Et en fait, c'est plein d'anecdotes sur ses films, les films qu'il a fait, dont L'étrange Monsieur Jack. Je l'ai relu en fait. Je vais pas forcément beaucoup en parler, vu que c'est un livre qui se découvre, avec les illustrations de base. On a pas mal d'anecdotes sur comment étaient construits ces différents films, de Mars Attack, Édouard Main d'Argent. Il y a aussi Charlie la chocolaterie, si je ne m'abuse, Batman, Sunetop bien sûr, peut-être même Sleepy Hollow. Je les ai pas tous, mais il me semble qu'ils y sont un peu... il doit aussi y avoir Sleepy Hollow, je pense, ou je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Et du coup, il y a une petite préface par Johnny Depp, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de découvrir les dessins originaux de Tim Burton, que j'ai adoré redécouvrir. Et si là on n'est pas dans le gothique, là je sais pas trop ce qu'il voudrait. Dans la sous-catégorie Mon voisin Kodama, il fallait lire un livre en rapport avec la forêt, l'esprit, les légendes, la nature writing et les voyages. Du coup, j'ai choisi Le phare au corbeau de Rosen Iliano, aux éditions critiques. Je l'ai pas sur moi, il était sur liseuse, vu que je l'ai lu en même temps en rapport avec le Plib. Alors, c'est un livre qui me tentait énormément par rapport... c'est une fille en fait qui va voir les fantômes, mais son don est incomplet. En général, on est censé pouvoir les voir, mais aussi leur parler, les guider vers la lumière. Et elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est les voir. Donc autant dire que ça ne sert pas des masses si elle n'a pas quelqu'un d'autre avec elle qui va l'aider. Et outre le fait qu'elle voit des fantômes, elle va se rendre... en gros, elle fait équipe avec une sorte de sorcier vaudou, sans rentrer dans les clichés, parce que c'est un gars totalement normal, juste qui pratique le vaudou. Ils vont se rendre dans un phare où il paraît qu'il y a une malédiction. Et du coup, on va en apprendre plus. Et ça bloque. Autant j'ai pas mal aimé la première partie, on va présenter Agathe et son coéquipier Ishaya. Et autant la deuxième et troisième partie, on rentre dans des flashbacks qui ont totalement pour moi cassé le rythme du récit. Les autres personnages étaient moins intéressants. Et je sais pas, peut-être l'écriture, peut-être que ça s'embrouille un peu trop, ou avec une fin un peu bâclée, pardon. Je suis restée un peu sur ma faim et j'ai été déçue par rapport aux attentes que j'en avais concernant tout ce qui est exorcisme, fantôme. J'ai pas eu peur, il n'y avait pas une ambiance oppressante, il n'y avait rien de tout ça. Donc finalement c'était un livre de fantômes qui faisait pas peur, qui était... On peut même pas le comparer au Passageur, où le Passageur il y avait toute une sorte d'émotion, un récit historique autour et tout, ça m'y a fait penser. Mais je trouve que c'est encore en dessous du Passageur. J'ai passé un bon moment en lisant ce livre. Il n'y a pas de doute, mais j'ai été déçue par rapport aux attentes que j'en avais. J'aurais voulu avoir plus peur, plus frissonner, voir plus de fantômes ou tout ça. J'ai bien aimé les personnages historiques, j'ai plus les prénoms, mais les deux filles sorcières, je les ai trouvées assez intéressantes, mais pas assez exploitées. Je sais pas, il y avait un truc qui manquait dans ce récit et j'ai pas non plus été comblée par la fin. Donc c'est une lecture où j'ai pris plaisir à la lire, mais qui s'est révélée décevante. Donc ce sera sûr qu'il fera pas partie de mes lancées études du Plib, mais je lirai pas la suite non plus. Voilà, mais après ça reste un bon moment, il rentre totalement dans la catégorie Mon voisin de Kodama avec les légendes et les fantômes. Dans la troisième sous-catégorie, Misty Day, il fallait lire un livre en rapport avec les légendes, les dieux, déesses, nécromancie, résurrection et animaux. Donc suite à de nombreuses demandes incessantes de mon chéri, j'ai continué la saga des épouvanteurs avec le 8e tome, Le destin de l'épouvanteur. Et
parce que 1 ne suffisait pas, j'ai lu jusqu'au tome 13 du coup. 14. J'ai lu jusqu'au 13e tome. Donc, j'ai lu tout ça assez rapidement. Il me manque 2 pour être enfin un jour dans la saga. Je pense que j'ai le temps si le prochain il sort que l'année prochaine. Ce fut une bonne lecture, même si c'était clairement pas mon préféré. Si on dit que je rentre aussi tous les autres dans la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, je pense qu'Alice et l'épouvanteur était vraiment un de mes préférés et la revanche de l'épouvanteur rentre en apothéose avec toutes les révélations, tout ce qui a pu s'y passer et je suis assez intriguée de lire la suite, même si j'ai fait une petite pause pour pas les lire tous d'un coup. L'année dernière j'avais lu les 8 premiers, il me semble, d'un coup. Du coup les 7 premiers, vu que j'ai repris au 8, en quelques jours seulement, donc ça m'avait un petit peu lassée. Donc là, pour pas faire la même erreur, j'en ai lu un petit peu moins, 4, voire 6. Donc ouais, finalement j'en ai lu quasiment autant. Mais avant de saturer, du coup j'ai fait une petite pause et il va falloir que je lise les 2 qui me restent. Les 3 qui me restent même. Il va falloir que je lise du coup les 3 qui me restent avant que le 17e tome sorte. Donc c'est quand même une saga que j'apprécie beaucoup. Même si c'est pas un coup de cœur, même si je suis pas aussi emballée que la plupart des gens qui ont découvert cette saga, ça reste une très bonne saga de fantasy. Même pas jeunesse parce qu'il y a quand même des scènes qui sont assez hardcore. Mais je vous la conseille si vous voulez entamer une très bonne saga de fantasy et bah, vous savez pas trop quoi lire. Ensuite, dans la 4e et dernière catégorie, sous-catégorie, prenez garde aux souliers pointus. Il fallait lire un livre en rapport avec les sorcières et le féminisme. Donc j'ai choisi The Wicked Deep. Pareil, c'était un emprunt de bibliothèque. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je voulais le lire depuis qu'il est sorti, il me faisait très très envie. Donc quand je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai tout de suite emprunté. Il rentre totalement dans la catégorie avec les sorcières, malédictions, tout ça. L'écriture était vraiment très plaisante. Je suis rentrée assez facilement dans le récit, les personnages sont très attachants. Seul petit bémol, le retournement de situation qui m'a pas vraiment convaincue. Après, peut-être qu'il aurait fallu que je relise le livre une seconde fois afin de voir ce que le retournement aurait pu changer par rapport au début, même s'il est assez imprévisible en fait. Et c'est pas un livre très prévisible, sauf vers la fin, où vraiment la fin elle est prévisible en fait, on s'y attend. Dans tous les cas, ce fut vraiment une très bonne lecture. Si je ne pense pas qu'il y ait une suite, il me semble que c'est un one-shot. À part ça que j'ai vraiment aimé, je sais pas trop quoi rajouter plus. Si vous cherchez un bon livre avec des sorcières destiné aux personnes plus vieilles, ou si vous cherchez un truc un peu plus adulte, je vous suggérerais de vous tourner vers ce roman, qui est pour moi vraiment un très bon livre de sorcière, avec des bons personnages, une intrigue vraiment bien ficelée. Et s'il n'y a pas l'atmosphère de peur ou d'oppression, on retourne très facilement dans le passé grâce aux flashbacks, même si du coup j'ai été moins fan des flashbacks, même si nous en prennent plus sur les personnages. Enfin, c'est un peu compliqué, mais peut-être que j'aurais préféré avoir des coupures de journaux plutôt qu'un chapitre qui raconte le passé. C'est pas que ça casse le rythme, mais on passe à d'autres personnages et c'est pas forcément ce que j'ai le plus aimé. Après, ça reste une très bonne lecture. Pour la 3e grande catégorie, Automne douceur de vivre, la première sous-catégorie était Jack O'Lantern. Il fallait lire un livre en rapport avec Halloween, l'enfance, Samhain, Feel Good. Alors, j'ai triché un petit peu, mais du coup, ce que j'ai lu, c'est les Harry Potter. Donc, si vous me suivez un petit peu, vous savez à quel point j'adore Harry Potter. J'en suis même fan. Et du coup, j'en ai profité pour relire l'intégralité des 7 tomes d'Harry Potter. Je voulais les faire en VO, parce que j'ai acheté le beau coffret du coup avec les livres en VO à l'intérieur. Le truc, c'est plus compliqué que ça et j'aurais mis beaucoup plus de temps et le temps je l'avais clairement pas, sachant que j'ai négligé d'autres lectures pour pouvoir les relire. Donc voilà, donc je me suis refait entièrement l'intégralité des 7 tomes, ainsi que les contes de Biddle le Bard. Et on va dire que ça rentre dans la catégorie, après tout il y a le premier et le deuxième, il y a des événements Halloween. Et Harry Potter, clairement pour moi c'est l'enfance, autant parce qu'ils sont enfants et autant parce que ça a totalement bercé mon enfance. Enfin, j'ai grandi avec Harry Potter, donc pour moi il n'y avait pas vraiment de choses plus adaptées. Et Feel Good parce que quand j'ai envie d'une lecture légère entre guillemets, parce que je les connais tellement par cœur que je me prends pas la tête, je les lis juste. C'est vraiment vers ces livres-là que je me tourne. Si j'ai envie d'une lecture tranquille où je vais vraiment m'évader, c'est vers Harry Potter. Donc pour moi, elle rentrait totalement dans la catégorie. Puis voilà, j'ai adoré les relire et ça c'est un truc que je vais essayer de me faire chaque année, relire les 7 tomes d'Harry Potter en boucle, une fois par an. Dans la sous-catégorie L'autre mère,
il fallait lire un livre en rapport avec la famille, l'amitié, les faux semblants ou les illusions. Alors j'ai choisi The Promised Neverland parce que je voulais choisir d'autres livres mais qui sont ma pile à lire depuis X années. Mais encore une fois, je ne les ai pas sortis. Donc finalement, j'ai lu le dernier tome qui est sorti, le tome 10 il me semble, que j'ai lu. Je vais pas trop parler du tome 11 parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas commencé et que je vais pas spoiler ceux qui viennent de commencer ou quoi. Mais en fait, Promised Neverland, on va suivre du coup 3 protagonistes, donc les 3 héros principaux, Emma, Ray et Norman, qui vivent dans un orphelinat. Et ils découvrent finalement que cet orphelinat, il est pas vraiment ce qu'il semble être. Et qu'en réalité, c'est une sorte de ferme où les orphelins sont élevés afin d'être donnés à manger à des démons. Donc, il pose énormément d'intrigues. Ce manga était vraiment un coup de cœur. Le tome 11, 10 pose encore plus d'intrigues. Il y a encore beaucoup plus de choses qui s'ouvrent. Et j'ai vraiment hâte d'acheter le tome 11 qui doit être sorti, mais je ne l'ai pas encore acheté. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et voilà, ça c'est ma saga un peu coup de cœur en ce moment. Le dernier manga où j'ai vraiment eu un coup de cœur en fait ces dernières années. Enfin, cette année, vu que les autres mangas coup de cœur, continuent. La dernière sous-catégorie est un cinnamon roll et chai latte à emporter s'il vous plaît. Il fallait lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et du coup, j'ai choisi Une glace sous la mort de Gareth P. Jones que j'ai lu, que j'ai reçu dans la 1001 livre, la botte, je sais plus quel mois, mais je l'avais reçu avec au service de Sa Majesté la Mort, donc novembre dernier, et je l'avais pas encore lu. Et autant dire que c'est une très belle découverte. Et j'ai lu que les 3 premières nouvelles, mais j'adore. Enfin, c'est une petite pépite. J'ai pas encore continué. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'en sais rien parce que j'ai qu'une envie, c'est continuer. Et comment dire sans révéler le contenu en fait. On est dans une petite ville et je pense que toutes les nouvelles vont se passer dans cette ville-là. Donc on va retrouver des personnages mineurs qui vont être finalement les héros, enfin les protagonistes principaux de la nouvelle d'après ou encore après. Et c'est un peu... Enfin, c'est 1000 façons de mourir entre guillemets, c'est vraiment... Il y a un truc anodin et finalement c'est pas si anodin que ça. Et c'est pas du fantastique mais c'est réel mais avec tellement je sais pas vraiment comment dire. C'est... peut-être du fantastique dans ce cas-là. Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est un petit truc à part. Il y a un truc qui se passe et on découvre qu'en fait, soit c'était normal, mais le héros en a fait des caisses pour rien, ou soit finalement c'est à milieu d'être normal, sans pour autant rentrer dans le fantastique. Enfin, du moins, ça a été vraiment une très belle découverte, sachant que je suis pas très nouvelle. En général, j'ai beaucoup de mal avec ça. Les seules nouvelles que j'ai lues, c'était du Stephen King. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le genre nouvelle. Parce que poser un univers en quelques pages, c'est quelque chose d'assez complexe. Et il y a rarement de bonnes nouvelles, selon moi. Mais là, en fait, c'est des nouvelles, mais on pourrait limite faire un roman avec le nom de la ville et plusieurs chapitres concernant chacun des personnages, en fait. Donc c'est pas une nouvelle et après on passe à un univers totalement différent. C'est toujours le même univers avec des personnages différents, on va dire. Et c'est vraiment très intriguant. Et j'ai adoré. Et je vous conseille aussi si vous voulez une touche d'humour, mais en restant dans les tons sombres. Et c'est hilarant. Moi j'ai adoré. Du coup, pour la 4e et dernière catégorie, Automne Astral, la première catégorie, You're Just as Sane as I Am. Aucune référence à Harry Potter. Il fallait lire un livre en rapport avec la lune, les étoiles, l'astrologie, la clairvoyance, l'espace et l'astronomie. Autant dire que j'ai un petit peu triché en lisant du coup Harry Potter 5, où pour moi c'est le tome qui parle le plus d'astrologie, d'astronomie. Astronomie alors parce qu'ils passent leur bus d'astronomie. Astrologie, les lunes, les étoiles plus parce qu'en fait ils les étudient pas mal avec Bane et Firenze, pardon. Avec Firenze. Il les étudie pas mal du coup avec Firenze et voilà la lune, les étoiles parce que on fait la rencontre de Luna et Luna je l'adore, elle est tellement à part et tellement spéciale que de toute façon le nom de la sous-catégorie c'est Luna qui le dit en fait quand Harry se demande s'il voit vraiment les sombrales ou s'il rêve,
dis tu es aussi sain d'esprit que moi. Ce qui ne rassure pas Harry, ça c'est sûr. Mais bah du coup, on va dire que j'ai triché, mais pas vraiment parce que tout se rapporte à lui et ça se trouve Guimauve elle voulait qu'on lise Harry Potter 5. Moi je pense que c'était un truc comme ça quand même. Dans la deuxième catégorie, rêverons-nous de moutons électriques, il fallait lire un livre en rapport avec les rêves, la science-fiction, le post-apocalyptique et les androïdes. Alors j'ai choisi pour ce faire La machine de Léandre, du coup qui m'a été envoyée en service presse par les éditions HUSF que je remercie du coup. Et ben on va suivre une jeune fille, pas une jeune femme, qui est professeure, ce qui était assez rare à l'époque parce que l'émancipation des femmes, travail et tout, enfin elles sont tout le temps rabouées. Du coup ça se passe au 19e siècle à Londres bien sûr. Et en général quand on dit 19e siècle, Londres, steampunk, point, il n'y a même pas à chercher en général. Et elle va rencontrer un homme qui travaille sur une grosse machine. Bah, sa machine elle est assez spéciale, donc je vais pas trop vous dire en quoi. Mais bah, on se retrouve facilement dans... Il y a des sortes d'animaux un peu étranges que je qualifierais un peu d'androïdes. Et il y a des personnes un peu steampunk et tout. Enfin, je l'ai bien aimé. C'est pas une lecture que je me rappellerai. Mais c'est un bon livre steampunk avec un univers assez bien construit pour le peu de pages qu'il y a. Les protagonistes sont très attachants. Donc j'ai vraiment passé un bon moment en lisant ce roman. C'est un roman que je conseillerais si vous aimez le steampunk. D'ailleurs, il n'y a pas assez de livres sur le steampunk à mon goût. Donc c'est un beau roman, sachant qu'il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez trop, mais ça c'est la couverture. Et derrière, en gros, on a tous les rouages qui peuvent rappeler le steampunk. On a le dirigeable ici. Enfin, le livre en lui-même, il est vraiment magnifique. Donc c'est un roman que je vous conseillerais quand même. Et enfin, du coup, dans la toute dernière sous-catégorie, Son d'une nuit d'automne. Pardon, je fais tout tomber. Il fallait lire un livre avec une couverture aux couleurs de la nuit, bleu, mauve ou violet. Et du coup, j'ai choisi Renouveau de Jane Kalonita. J'avais un doute vu que les autres Disney sont d'une autre autrice. Du coup, aux éditions Hachette et Rose. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Disney a donc sorti une collection où elle prend les contes Disney et en fait des uchronies. Donc une uchronie, c'est quand on change un élément du passé, qu'on change et qui crée un nouveau futur, entre guillemets. Du coup, dans Renouveau, on est dans la situation que, bon, je vais un peu spoiler, mais bon, je pars du principe que tout le monde a vu La Reine des Neiges, surtout que le 2 est sorti au cinéma il y a peu de temps. Bah, si vous l'avez pas vu, là, c'est que vous voulez pas le voir. Je parle du 1, bien sûr. Et du coup, là, on est dans la situation que Anna et Elsa, en gros, elles ne se connaissent pas. Elsa est une princesse, elle est la fille du roi et de la reine, et Anna est une simple petite boulangère, en fait. Enfin, c'est la fille de boulanger, donc elle passe son temps à faire des gâteaux, tandis qu'Elsa, elle utilise son rôle pour devenir reine. Et les deux ne se connaissent pas, elles ne savent pas qu'elles sont sœurs. Donc on va les suivre chacune l'un et l'autre, enfin l'une et l'autre, pardon. Et bah, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'ils diffèrent du conte Disney et c'est super intéressant. Les uchronies, j'adore par rapport à ce que ça recrée une autre histoire, par rapport à une histoire déjà distante. Dans ce cas-là, on a, comment il s'appelle, Hans. Du coup, c'est pas Anna qui va essayer de séduire, mais Elsa, parce qu'il veut devenir roi. Du coup, il va séduire Elsa. Ce qui est assez intéressant parce que Elsa, si elle n'est pas la fille froide et distante qu'elle est dans le film en début, parce que elle a jamais blessé sa sœur, elle est quand même toujours aussi distante. Enfin, elle est beaucoup moins chaleureuse qu'Anna. Elle est toujours, surtout qu'elle a été élevée dans le sens où elle doit être une reine, donc une reine ça va pas. Enfin, c'est pas Anna quoi. Elle est totalement l'opposé d'Anna. Et Hans, c'est pas un gros crétin là, il est vraiment pour Elsa. Donc ça fait assez bizarre le fait qu'il essaie de courtiser Elsa. Et on a une Anna du coup qui rencontre Christophe. Donc ça n'a pas changé. Ils vont faire un Miami. Le seul truc qui du coup m'a dérangée, c'est qu'elle s'éloigne pas assez du conte original. Finalement, elles se rencontrent et tout. Enfin, elles sont séparées. Mais finalement, Elsa va quand même partir, elle va quand même construire un royaume de glace. Anna, elle va quand même sentir qu'il y a un truc qui va pas. Et elle va essayer de retrouver la princesse d'ailleurs. J'ai pas compris pourquoi, parce que vu qu'elles ne sont... Enfin, elles savent pas qu'elles sont sœurs, il n'y a pas de raison qu'elle ait retrouvé Elsa. Aucune. Et elle y va quand même. Donc c'est vrai qu'elle s'éloigne pas assez du conte. Elle y va avec Christophe, bien sûr, et Hans va partir à la recherche d'Elsa. Enfin, c'est vraiment comme le conte original, sauf qu'elles se connaissent pas. Donc j'aurais aimé qu'elles prennent plus de liberté par rapport au conte. Sinon, ça a été une lecture vraiment plaisante. D'autant plus que quand on connaît vraiment bien le film, qu'on l'a vu plusieurs fois, enfin personnellement ça a été mon cas, il y a certaines phrases qu'on lit en chantant. Genre à un moment donné elle dit cache tes pouvoirs, n'en parle pas, bah tu la chantes. Enfin j'ai totalement chanté. Il y a Olaf aussi dedans. Et Olaf a un tout autre rôle dedans que j'ai beaucoup plus apprécié. Il a plus un rôle de confident
d'amis, Enfin, il est là pour Elsa, il la soutient et ça j'ai adoré qu'Elsa finalement elle soit pas seule. Même si finalement ça change pas tellement son comportement parce que comme je vous dis la fin elle est très fidèle, le comportement des deux sœurs est assez fidèle au suite du film. Donc le fait que Olaf soit présent tout le temps pour Elsa finalement il change pas grand chose, ce qui est dommage. Mais le fait de malédiction, enfin tout est quasiment pareil. Après il y a pas mal de choses qui changent et dans le bon côté. Donc je pense que c'est un livre qu'il faut lire, parce qu'il faut le lire, afin de pouvoir avoir un autre point de vue par rapport au Disney. Mais après, si ces romans-là ne sont pas indispensables, comme énormément de romans malheureusement, ça n'en reste pas moins un roman que je vous conseillerais de lire. Et enfin ouais, on chante et il y a des phrases qui sont tirées mot pour mot du film, avec quelques nuances. Par exemple, quand Christophe dit à Anna où est-ce que vous avez été élevée, elle répond dans une boulangerie au lieu d'être dans un château. Enfin non, il dit est-ce que vous avez été élevé dans une porcherie ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il répond pareil. Il prend la voix de Zen. Enfin, il y a des dialogues qui sont vraiment pareils. Donc, elle a essayé de faire quelque chose de totalement nouveau par rapport au Disney, mais il n'y a pas eu assez d'audace, j'ai envie de dire. C'est trop terre à terre. C'est trop semblable au conte. C'est ça qui est dommage. Mais je vous le conseille très très fortement. Lui et Histoire éternelle, que j'ai adoré. J'ai pas encore lu Ce rêve bleu et je n'ai pas acheté Profondeur de l'océan. Mais pour l'instant, Histoire éternelle et Renouveau, je vous les conseille. Surtout si vous avez aimé les films originaux Disney ou si vous aimez juste l'univers Disney ou des réécritures de contes, c'est extra, vraiment. Donc voilà pour ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc il me semble que j'ai rempli la catégorie Un appétit de goule où il fallait lire un livre dans chaque sous-catégorie. Donc j'ai lu un livre pour chaque sous-catégorie, sachant que j'ai triché une seule fois avec Harry Potter où je l'ai remis dans plusieurs catégories. Sinon l'ensemble j'ai plutôt bien suivi le challenge, donc j'ai réussi avec le titre. J'ai pas fait les choses qu'on aurait pu faire en plus pour apporter des points. Mais je me suis éclatée à faire ce challenge, d'autant plus que sur tous les groupes où j'étais, il y a une super ambiance. On a pu échanger et tout, donc c'est vraiment un challenge que j'apprécie particulièrement, que je vais très certainement renouveler l'année prochaine, car je pense qu'elle le renouvellera. Bah, j'ai hâte de voir si elle va nous concocter l'année prochaine, sachant que cette année elle avait particulièrement haussé le niveau. Donc j'ai hâte. Bah, dites-moi si vous avez fait le challenge, ce que vous avez réussi comme titre, si vous avez suivi Pilalier ou pas, parce que moi clairement je ne l'ai pas suivi du tout en fait. Bah, si vous l'avez suivi, si vous avez débloqué un titre, ou si vous avez pioché un peu par-ci par-là pour respecter le thème et pas trop, ou si vous ne l'avez pas fait mais finalement vous voulez juste échanger avec les livres. Et je serais très heureuse de voir ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pensé de cette vidéo. Du coup là, vu que c'est la fin du Pumpkin Autumn Challenge et qu'on est en décembre, le Cold Winter Challenge vient de commencer. Et du coup je vais bientôt publier ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge qui va suivre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.